Allez, on va passer au Grand Onslaught 3. Donc Harlequin contre Chaos Demon. Ta partie est sur Twitch? Oui, oui. Ah non, 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 c'est sur Twitch. Sur Twitch, tu vas... Alors attends, je vais t'ouvrir, hop, ici, comme ça tu le verras. En fait, sur Twitch, quand tu es sur ma chaîne, je pense que tu cliques sur mon pseudo, tu vas dans vidéo. Voilà, tu as la rediff de ce qu'on est en train de streamer. Et je crois que c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci, là. Où tu peux aller voir et j'affronte justement une liste qui est assez équivalente à ce joueur d'écran, mais avec ma liste Tyrannide. Tyrannide V9. Alors, match-up émission. Je laisse continuer, merci. Lateidas, donc Void Weaver Spam, donc attention, Shadowseer. Ah, double Shadowseer. On n'a pas de troupes master ici. On a 1, 2, 3, 4... 4 troupes seulement. Des Jester, ah, il joue des Skyweaver. C'est pour ça que du coup, il y a moins de troupes et il n'y a pas de troupes master. Donc des Jester quand même. On n'a pas de solitaire. Donc je pense que tous les points économisés partent dans les Skyweavers, parce qu'on a 9 Void Weaver, 3 Star Weaver, 6 Skyweaver. En veux-tu, en voilà. Et donc du côté du démon du chaos, donc c'est disciple de Bélacor. Alors là, armée de renom, disciple de Bélacor, je suis très curieux. En tout cas, on s'aperçoit quand même que la domination des Harlequins, alors certes, elle est abusive, mais du coup, ça met un peu le taux et le custodes à l'amende, ce qui permet en fait à certaines listes comme le Necron, les Blood Angel, là, de démons du chaos, de pouvoir justement se développer au sein de la méta. Donc après, j'espère que la semaine prochaine, avec la balance Data Slate, on va pas se prendre un nerf que sur les Harlequins, parce que clairement, taux et custo méritent d'être nerf aussi. Je sais pas trop de quelle manière, alors si, je sais un peu de quelle manière, parce que on a fait, donc il y a une vidéo YouTube à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir, où justement on étudie un peu différentes manières, une espèce de table ronde de Gunhammer sur quel type de nerf on pourra apporter au Tau et au Custodes. Alors on retrouve Bélacor, donc en seigneur de guerre, un Changecaster, c'est 30 Bloodletter du coup en tout, 20 horreurs. On a 20 horreurs roses. Est-ce qu'il a gardé des points de réserve pour les démultiplier ou pas? On a 1550 plus 90. Ouais, je confirme. Il a gardé des points. Ouais, il a 1640. Il a gardé des points en réserve pour pouvoir démultiplier ses horreurs roses. Et attends, mais il a gardé combien de points pour les démultiplier? 60, 60, 360. Ouais, bah c'est ça. Il va les démultiplier comme pas possible. Donc ça va être une unité quasi imbutable. Plague Bearer, donc ça c'est pour la tenue du terrain. On a 2 x 5 Fury. Et il nous a mis un petit Sorcerer en disciple de Bélacor, nos légions en Chaos Space Marine. Ok. Shrouded Steppe, Blossom Shade. Ok. Allez, on va lire un peu ce qu'on nous en dit. La version de Brian sur les disciples est presque entièrement composée de démons. Mais il a amené un sorcier pour faire des pas enveloppés autour de la table. Je l'ai pas enveloppé, c'est Shrouded Steppe. La présence d'un guerrier mortel solitaire débloque également le puissant stratagème Mortal Boon qui permet de passer automatiquement le moral et de régénérer certains démons. Ce qui est clairement excellent ici. Sinon, la liste est dominée par ces 4 gros blocs de démons, 2 grosses unités de porteurs de plagues, donc les plagues bearers, et le bloc complet de 30 néonés de lettres de sang. Ah, la traduction des Bloodletters, elle est marrante, les néonés de lettres de sang. Ah, c'est... Ah oui, les Neverborn Block of Bloodletter. Ok. Les Neverborn. Néonés. Neverborn, ce sont les jamais nés ou les non nés. Ils ont traduit par néonés. Ok. J'aime bien. Plus une unité un peu plus fine d'Aurore Rose. Notamment pour ces dernières, la liste apporte également 360 points de renfort, ce qui laisse beaucoup de place pour la fragmentation, le fractionnement. Cela donne une armée avec un plan clair, ancré autour du porteur de pique et des blocs d'horreur, rendant l'un d'entre eux inattaquable à chaque tour tout en faisant du tarpiting avec les horreurs capables de se diviser lorsqu'elles meurent, et attendre que les Bloodletters arrivent et chargent la première chose sur laquelle ils ont un angle. Dans ce temps, Bélacor fait ce que Bélacor fait. Vous devriez vous retrouver avec de bonnes options pour le marquage primaire et une ligne raisonnable sur les secondaires grâce aux furies qui volent autour pour récupérer des données ou lever des bannières, et probablement une bonne ligne sur le To The Last avec Bélacor et les porteurs. Un Harlequin gagne, mais de pas grand chose, hein. 14 points de diff, ça fait quoi? Ça fait 6, 11, 11 après c'est 16, donc 14, on est sur les 11, donc 2, ça fait 12, 8.
la victoire, elle est pas flagrante hein, des Arlequins. Donc c'est très intéressant. C'est une version intéressante et cool d'une liste contre méta, mais contre Robert, elle a de sérieux défis à relever. Elle n'a qu'une seule option pour tuer les tisseurs à distance. Vous pouvez espérer que les Bloodletters arrivent et tuent une unité ou essayer de faire un Shrouded Step pour commencer à interférer avec eux. Mais Robert peut probablement les éliminer aussi longtemps qu'il en a besoin. Les Skyweavers offrant un très bon rapport qualité-prix dans ce domaine puisque A. Ils ont de belles grandes bases et B. Vous ne vous souciez pas vraiment de ce qu'ils font d'autre dans ce jeu, sans parler des réflexions capricieuses qui sont liées au problème de n'avoir que quelques gros blocs. Pendant ce temps, les canons prismatiques des Voidweavers ont leur profil d'impulsion dispersé prêt à l'emploi. 3D3 tir avec Blast adore les gros blocs et à force 5, ils blessent même les Plaguebearers sur 3. Sans parler des canons Shuriken et du lancement de Blade Storm sur une unité. Ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent car Cloud of Fly va interférer avec leur capacité à toucher la cible, mais ils devraient être capables d'en faire assez pour garder ce match en faveur des Harleys. C'est un jeu beaucoup plus difficile pour eux que ce à quoi ils sont probablement habitués. Il y a beaucoup de Demon Obsec, donc Obsec hein, c'est objectif sécurisé, à affronter. Et les personnages et les véhicules doivent faire extrêmement attention à Be'lakor lui-même grâce à son mode principal qui ignore les invulnérables. On ne peut pas relancer une sauvegarde qu'on ne peut pas faire du tout. Donc voilà, 97-83, donc ça reste une victoire Harlequin parce qu'au format US, il suffit de mettre un point de plus que votre adversaire pour gagner. Mais si on recalcule un peu la différence de points faite entre les deux armées et qu'on convertit sur une note sur 20, comme au WTC, on est sur un 12-8 qui reste une victoire, hein, mais elle n'est pas si énorme au final. C'est ce que je trouve intéressant aussi au format WTC, c'est parce qu'on va chercher justement en fait à créer un différentiel entre les deux joueurs. C'est-à-dire que la stratégie d'empêcher son adversaire de scorer, des fois peut être plus intéressante que de scorer soi-même. Parce que par exemple, si vous, pendant votre tour, vous dites, bon bah si je fais cette action-là, je vais gagner 3 points, mais si je fais autre chose avec cette unité contre mon adversaire, je peux lui enlever 5 points, ou l'empêcher de scorer 5 points. Et donc du coup, on voit que, en fonction des conditions, hein, bien entendu, bah, sacrifier 3 points de victoire de notre côté pour en enlever 5 à son adversaire, c'est quand même plus intéressant que d'en scorer 3 tout simplement et en laissant l'adversaire scorer 5. Et donc en WTC, il y a ce choix-là, qui peut être plus intéressant à faire en termes de move au format US, où de toute manière, si on a déjà l'avantage, on va préférer scorer à fond parce que on a 100 points à mettre, et l'objectif c'est de le mettre plus vite que l'autre, et plus tard de l'empêcher de scorer. Donc en fait, c'est vraiment, au WTC, on va chercher, si on peut empêcher l'adversaire à scorer genre immédiatement des points, on va le faire. Là où aux US, si on a l'avantage, on peut se permettre de laisser l'adversaire marquer ses 5 points, parce que sur le calcul global, on va se dire, bah ok, il va marquer 5 points, mais je suis toujours devant. Donc je préfère être sécurisé sur mon objectif là, marquer mes 3 points, et au prochain tour, on verra ce que je peux lui enlever pour l'empêcher de scorer. Aux US, ça va être vraiment, si je suis capable de scorer et d'empêcher l'adversaire de scorer, très bien. Si je dois faire un choix entre moi engager des ressources pour l'empêcher de scorer et prendre un risque, on va être un peu moins enclin à le faire. Alors qu'en WTC, clairement, le move, on va dire, pour empêcher de scorer son adversaire qui nous rapporte plus, au final, en termes de maths, est plus intéressant que juste scorer ces 3 points. Donc, bon, bien sûr, ce que je dis, faut pas le prendre au premier degré, c'est toujours conditionné par on est sur quelle situation sur le plateau, est-ce que si je l'empêche de marquer 5 points, c'est une ressource que je vais perdre à 100%, et sur le long terme de la partie, je vais pas scorer genre 10 points derrière. Voilà, c'est tout ça, en WTC, il faut vraiment prendre en compte le long terme, et faut faire attention, faut pas non plus YOLO une ressource pour empêcher l'adversaire de scorer une fois 5 points, si derrière il va nous en coller 15. Donc, faire très attention à ça. En tout cas, première place, donc on a le Harlequin, le Light Tidas, il n'y a pas grand chose à dire. On a un Custodes en deuxième place, donc c'est un Emperor Chosen. On a quoi? Shield Captain à la russe, le Dawn Eagle, Trajan, les 2 Custos, le Prosecutor, les Warden, un Praetor avec la Magnifica et les 3x3 Moto Salvo. Pas grand chose à dire de plus là-dessus. On connaît les listes Emperor Chosen depuis quelques semaines. Alors, troisième, on a le chaos, un Adepta Sororita en quatrième. Pareil, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'Adepta Sororita. Les serres en difficulté ont réalisé une performance de 4 victoires et 1 défaite, avec Justin qui a utilisé Val
Donc c'est Morvenval, plus 30 Sacro-Sainte Valeureuse. Donc il jouait Cœur Valeureux. 2 escouades de 2 minions avec des Stormbolters et quelques Rétributeurs Melta, plus Célestine. D'accord, donc on est sur une liste, j'ai envie de dire, assez classique en Cœur Valeureux. Il me semble que c'est au Big Four, Zig jouait aussi Morvenval. Enfin, je me souviens qu'il jouait Morvenval. Célestine, je sais plus trop. Et je sais qu'il jouait pas mal de Sacro-Sainte à côté. Donc je ne serais pas surpris que sa liste soit à peu près équivalente. Cinquième, on a un taux en Farsight Enclave. Toujours plus de Battlesuit. On a un orc. Donc Marc Perry, Marc, joueur orc vétéran, amène un freebooter Spearhead of the Good Buggies. Spearhead de bon bogey, plus une tonne de Lutas et de Tank Busta dans des Battle Wagons avec 2 Westbomb Blasta. Jet en soutien. Ok. Adeptus Custodes. Remplissez l'électro. J'hésite. J'hésite avec les émissaires ou les Shadowkeepers. Je suis pas sûr. C'est peut-être les Empereurs Chosen, non? Harlequin, Say the Line, Bart. Donc, Lightside As. Azuriani. On a un petit move sur les Azuriani. Un intéressant craft-world personnalisé, Children of Prophecy Vengeful, avec 3 Farseers et 3 Warlocks, 2 blocs de 10 modèles de Wraithblade et Baharot. Honnêtement, sa liste est vraiment différente des autres listes Azuriani récentes, allez la voir. Et on a un Harlequin en Dark Sidas avec un maximum de Skyweaver.